Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui vous est proposé par Nestlé Health Science. Je suis Sylvie Papin, responsable des affaires médicales NHS sur le périmètre de la nutrition médicale en oncologie digestive et en parcours périopératoire. Et j'ai le plaisir de vous accueillir donc dans cette session dédiée à la place de l'arginine dans la prise en charge du cancer. Je suis ravie également de vous présenter deux intervenantes expertes qui vont vous partager leurs connaissances et expériences. Donc, la première est le docteur Diana Cardenas, donc médecin praticien des centres de lutte contre le cancer, nutritionniste, qui exerce à l'unité transversale de diététique et nutrition à l'Institut Gustave Roussy. Son expertise et ses actions pour soutenir la promotion du soin nutritionnel sont connues et reconnues de tous, notamment pour faire reconnaître le droit aux soins nutritionnels lors de la déclaration de Vienne et contribuer également à la formation continue des professionnels de santé avec l'ESPEN. Diana Cardenas est également impliquée dans la recherche et a réalisé des travaux sur les protéines, lui conférant des connaissances approfondies sur la mécanistique de l'arginine. La deuxième intervenante aujourd'hui est Delphine Cassin, donc diététicienne nutritionniste au CHU de Bordeaux, titulaire du DU de nutrition clinique et métabolisme de la SFNCM et actrice des différentes actions du clan, notamment la mise en place du parcours préhabilitation, le pancréas. Son approche pratique va lui permettre d'appréhender la prise en charge nutritionnelle avec l'immunonutrition. Donc, avant de commencer, permettez-moi de vous expliquer brièvement les modalités de cette plateforme. Tout d'abord, vous avez la possibilité de passer en plein écran pour une meilleure visibilité des diapositives. Il vous suffit de cliquer en bas à droite de l'écran. De plus, des sondages vous seront partagés durant les présentations via l'onglet questions-réponses situé en haut de la barre latérale. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire en utilisant la fonction dédiée dans la barre latérale à droite. Nous aurons un temps dédié à la fin pour y répondre. Maintenant que nous sommes tous prêts, je vous invite à profiter des connaissances partagées par nos experts. Bon webinaire à tous et je passe la parole au docteur Diana Cardenas. Merci Sylvie. Bonjour à tous. Je suis ravie de participer à ces webinaires. Je voulais tout d'abord remercier cette invitation et vous dire que c'est une occasion unique pour un peu revoir la base, pour revenir un peu, quelque sorte, aux bases biochimiques et métaboliques pour comprendre la bonne utilisation de cette immunonutrition. Donc voilà, je vais essayer de répondre à cette question. L'arginine, comment ça marche? On va devoir un peu se rappeler de nos fondamentaux en termes de biochimie et métabolisme, mais je suis convaincue que cette approche est fondamentale pour pouvoir comprendre et pour pouvoir utiliser l'immunonutrition lorsque les patients en ont vraiment besoin. Donc, quelques liens d'intérêt. Comme l'a très bien dit Sylvie, mon principal et unique intérêt est vraiment de promouvoir l'accès aux soins nutritionnels. Et dans ces webinaires, donc, on va voir comment c'est important de pouvoir utiliser, pouvoir donner la place qu'elle mérite, l'arginine. Donc, c'est un peu le challenge. Je ne vais pas me mettre à moi-même la pression, mais j'ai 25 minutes pour vous proposer ces 3 points pour répondre à la question sur comment l'arginine marche. Tout d'abord, un résumé, quelques points clés sur le métabolisme de l'arginine. Je vais essayer de vous expliquer, parce qu'il y a énormément de littérature, mais je vais vous expliquer les mécanismes de développement du déficit d'arginine. C'est pour cela on doit donner de l'arginine, parce qu'il y a un déficit d'arginine, et quel est l'impact physiologique et clinique de ces déficits, et ce qu'on sait aujourd'hui sur les traitements, particulièrement chez les patients atteints du cancer. Donc, tout d'abord, je vais commencer par les guidelines de l'Union européenne, de la Société européenne ESPEN. D'après les guidelines donc, de l'ESPEN, mais aussi en France, il est recommandé, donc, d'après ces guidelines, avec des recommandations fortes, l'utilisation de l'immunonutrition avec l'arginine, les oméga-3 et les nucléotides en périopératoire de patients des cancers atteints des cancers des voies digestives supérieures. Donc, ça, c'est avec un niveau élevé. En France, donc, on a ici les résultats, donc les recommandations de l'HAS. Il est recommandé la nutrition préopératoire des patients adultes ayant une chirurgie colorectale carcinologique, bien si les patients sont dénutris ou pas dénutris, et aussi en post-opératoire des patients dénutris adultes ayant une chirurgie digestive carcinologique. Donc, on voit déjà qu'il y a des petites différences, mais ça, c'est les recommandations et les indications en France. Donc,
Avant de rentrer dans le dur du sujet, j'ai une question à vous poser. S'il vous plaît, vous pouvez déjà répondre dans la zone de questions-réponses. Qu'est-ce qu'est l'arginine? Essayez de vous rappeler, l'arginine est un lipide non conditionnellement essentiel. Est-il un acide aminé essentiel, un acide aminé non conditionnellement essentiel ou une protéine? Donc, vous avez quelques secondes pour répondre. Je pense qu'il reste quelques secondes, je ne sais pas exactement combien, mais il reste quelques secondes pour répondre à cette question. Donc, on sait très bien que l'arginine est un acide aminé conditionnellement essentiel et on va voir un peu sur cette définition. Merci d'avoir participé à ces réponses. Donc, quelques rappels sur l'arginine. L'arginine est un acide aminé qui est ingéré dans notre alimentation, autour de 3 à 5 grammes. L'arginine est particulièrement riche dans certains produits tels que la viande et les noix. Je pense que Delphine nous allons nous parler un petit peu plus, mais elle doit être supplémentée dans certains cas, comme par exemple en chirurgie ou en oncologie. C'est pour ça qu'on dit qu'il est classifié, il est classé cet acide aminé comme conditionnement essentiel. Donc, le métabolisme de l'arginine est complexe. Il est substrat de différentes enzymes. Au niveau de l'organisme entier, ce métabolisme de l'arginine va produire divers métabolites, comme le monoxyde d'azote, le proline et le glutamate. Et on va voir que les effets d'arginine sont liés à ces métabolites. Donc, il ne s'agit pas de faire un résumé sur toutes les voies métaboliques de l'arginine parce que c'est très complexe. Ici, je vais simplement attirer l'attention sur l'arginine. L'arginine, sur les deux voies principales, une fois au niveau de la cellule, l'arginine a deux possibilités. Il peut être catabolisé soit par l'arginase, principalement type 1, ou par l'enzyme nitric oxyde nitric synthase, la énosynthase. Si l'arginine est métabolisée donc par l'arginase, principalement dans le foie ou l'intestin, elle va être catabolisée en urée, donc elle fait partie du cycle de l'urée avec la production d'ornithine qui va amener à la production de proline et polyamine et ils ont une implication dans la production de collagène et la prolifération cellulaire. Si elle est métabolisée par la hénosynthase, il y a différents types, notamment ininductibles lors d'un cas d'agression. L'arginine va va être métabolisée en citrulline et monoxyde d'azote avec un effet direct sur l'endothélium, ce qui va amener à une vasodilatation. Donc, cette slide est importante pour reconnaître ces deux voies importantes avec des métabolites qui vont produire une action spécifique. Lorsqu'on parle donc du métabolisme de l'arginine, il faut tenir compte donc au niveau donc, de la circulation au niveau plasmatique, il existe un pool d'acides aminés. Ces pools d'acides aminés, donc, il va être enrichi en arginine. Cette arginine donc, peut venir soit de l'alimentation, soit d'une synthèse au niveau du rein. Cette synthèse peut être à partir de la citrulline, donc on peut aussi augmenter ces pools d'arginine à partir de la citrulline, mais aussi du catabolisme de turnover musculaire. On sait que nos muscles, c'est un tissu qui est en constant turnover, c'est-à-dire qu'il y a une synthèse, un anabolisme, il y a un catabolisme, une dégradation constante qui est physiologique, et cette dégradation va fournir jusqu'à 80% de l'arginine, de ces pools normales d'acides aminés. Donc, l'arginine ainsi que tous les autres acides aminés, il doit être en concentration suffisante pour stimuler l'anabolisme protéique. Donc, c'est important de savoir que cette arginine donc, vient de l'alimentation ou d'une synthèse endogène et qui va produire, comme j'ai déjà dit, de monoxyde d'azote, des pulamines et de la proline. J'ai plus la main pour passer les slides. Voilà. Donc, les fonctions de l'arginine vont
vont dépendre justement de ces différentes voies. Donc ici, cette slide, c'est pour vous rappeler donc, ces trois principales fonctions. D'une part, la traduction de protéines qui vont avoir un impact direct sur la fonction de lymphocyte T, un impact, donc une fonction sur la vasodilatation et une participation de l'oxygénation des tissus, et une fonction sur la cicatrisation et donc à travers la hydroxyprotéine, la synthèse des collagènes. Donc, ici, c'est très important pour garder en tête la traduction de protéines, la production, la synthèse des protéines, l'action des vasodilatations et la synthèse des collagènes. Donc, chez la personne qui n'est pas malade, la disponibilité d'arginine est suffisante, cette production de nouveau à partir du rat ou l'alimentation, pour maintenir les fonctions physiologiques normales. Et comme je l'ai déjà mentionné, la disponibilité est déterminée par ces renouvellements des protéines et la production endogène qui va nous permettre d'avoir un taux plasmatique normal. Donc, si dans cette figure, l'idée c'est de montrer qu'il y a un taux normal d'arginine chez une personne qui n'est pas malade, la supplémentation d'arginine à des concentrations supraphysiologiques ne va pas avoir un effet. Donc, on n'aura pas un effet de type pharmacologique si la personne n'est pas malade, c'est-à-dire s'il n'y a pas un déficit induit par la maladie. Cependant, s'il y a une mauvaise alimentation, une diminution des ingestes, donc on va induire une dénutrition, il peut y avoir une diminution d'arginine, mais c'est un déficit d'arginine qui n'est pas spécifique. C'est-à-dire que tous les acides aminés vont être réduits en même temps que l'arginine, et c'est là parce qu'il y a une mauvaise état nutritionnel. Si, par exemple, en cas de chirurgie, on sait que la chirurgie en elle-même va induire de l'immunosuppression. Donc, des études ont été faites. On va voir ici que c'est des études qui datent, là, c'est à peu près des 10 ans, mais il y a des études qui sont beaucoup plus anciennes aussi, qui montrent, par exemple, que des animaux qui subissent une laparotomie, il y a une diminution plasmatique de l'arginine, donc versus un contrôle. On voit ici donc les heures et ici les concentrations d'arginine. Donc, il y a une diminution, à 4 heures, il y a une diminution, mais au bout de 24 heures, ces taux plasmatiques d'arginine vont augmenter. Mais si on regarde la concentration intracellulaire d'arginine dans les lymphocytes T, ces lymphocytes vont rester pauvres en arginine beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que jusqu'à 3-15 jours après la laparotomie des animaux, le lymphocyte T ne récupère pas la quantité d'arginine. Donc, il faut regarder les taux plasmatiques, mais aussi les taux intracellulaires de l'arginine. Donc, dans nos schémas, donc, on a déjà dit qu'en temps normal, il n'y aura pas un mécanisme. Si on va donner l'arginine, il n'y aura pas un effet pharmacologique, il n'y aura aucun effet. Si en plus d'alimentation, il y a un stress comme la chirurgie, les mécanismes de ces déficits d'arginine est connu aujourd'hui. On le connaît depuis plus de 20 ans, d'après les travaux de Rodriguez et les frères Ochoa. On sait qu'il y a un mécanisme spécifique qui passe par l'arginase, cette enzyme que je vous ai parlé au début. Il y a des cellules de notre système immunitaire qui sont appelées les cellules myéloïdes suppressives. Ces cellules contiennent à l'intérieur de l'arginase, mais si la personne n'est pas malade, cette arginase n'est pas active. Lors d'un stimulus comme la chirurgie ou les maladies comme le cancer, cette cellule myéloïde suppressive vont s'attacher, vont être en contact avec les lymphocytes T, vont faire rentrer l'arginine et l'arginase va s'activer et va causer le déficit en arginine. Donc, c'est tout un mécanisme très différent du simple diminution des ingestes ou le simple déficit par manque d'apport de l'arginine. Dans le cas du cancer, ça c'est des études aussi qui sont déjà assez anciennes. Donc, ces déficits d'arginine a été aussi démontré chez l'animal et chez l'homme. Ici, donc, chez l'animal, dans la figure AB, AC à gauche, je vous montre donc de Western blot, c'est des techniques pour quantifier et déterminer la production des protéines. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est que chez l'animal, on a récupéré des macrophages du péritoine de l'animal et ils ont été stimulés avec des cytokines, l'interleukine 4 et 13, qui sont pro-inflammatoires, qui participent à la réponse immunitaire. Et donc, dans cet environnement inflammatoire, on a quantifié donc l'arginine et on peut voir que ici, donc les triangles vers le haut, il y a une diminution donc de l'arginine
plasmatique à l'intérieur de ces cellules chez l'animal. Donc, ici, c'est l'expression de l'arginase. Donc, on voit qu'il y a l'arginase de type 1, ça s'exprime, et puis l'arginase est consommée et diminuée chez l'animal. Chez l'homme aussi, ça c'est un exemple, il y a énormément de littérature sur le mécanisme et la preuve comme quoi il y a un déficit d'arginine éprouvé dans la cellule animale et l'homme. Ici, c'est un travail très sympathique chez des patients avec un carcinome rénal où on montre comment versus un contrôle, il y a un déficit d'arginine et il y a une augmentation des métabolites ornithine. Donc, ça a été clairement démontré qu'il y a un déficit d'arginine chez les patients, chez l'animal et les cellules atteintes du cancer. Donc, les mécanismes, j'ai déjà mentionné brièvement, mais on connaît ces mécanismes, comment il y a un déficit d'arginine chez les patients atteints du cancer. Et on sait que ça passe par les cellules myéloïdes suppressives. Et les déficits en arginine va contribuer à ces dysfonctionnements des cellules endothéliales et des lymphocytes T. Donc ici, c'est pour vous montrer comment en rouge, il y a les cellules myéloïdes suppressives et en violet, les cellules T. Donc, lorsqu'il y a le stimulus, comme par exemple la chirurgie ou le cancer, ces cellules myéloïdes suppressives vont être en contact avec les lymphocytes T. À travers ces AT, donc les 4, c'est les transporteurs, ils vont faire rentrer l'arginine, l'arginase va s'activer, il va consommer l'arginine et il y aura un déficit d'arginine. Donc, c'est très joli, ça a été démontré d'une manière très élégante de mon point de vue. Donc, on sait qu'il y a un mécanisme qui est différent. Donc, que ce soit dans le cancer ou lors de la chirurgie, il y a un mécanisme qui passe par l'arginase dans les cellules myéloïdes suppressives. Donc, ça a été démontré, ça a été décrit comme un syndrome de déficit en arginine. Comme je vous expliquais, donc, il y a ces triples fonctions dans la synthèse des protéines, dans l'oxygénation tissulaire et le rôle dans la cicatrisation. Lorsqu'on manque d'arginine, lorsqu'il y a un déficit en arginine, il y a un syndrome parce que c'est des symptômes qui vont se produire. Et ça a été démontré qu'il y a une augmentation du risque d'infection chez certains types de cancers et en chirurgie. Il peut y avoir une augmentation du risque d'ischémie et une mauvaise cicatrisation. Donc, ça a été décrit, ça a été décrit, il y a certains papiers qui parlent très clairement de ces syndromes de déficit en arginine. Donc, ça a été étudié aussi, pas uniquement chez le patient atteint du cancer, mais aussi ni en chirurgie, mais l'équipe de Philippe Schütz de Suisse, dans cette étude qui est connue, l'étude EFFORT, ils ont essayé de répondre à cette question, ils ont essayé de savoir ou d'examiner la valeur de l'arginine en tant que biomarqueur nutritionnel pronostic chez les patients médicaux, donc polymorbides, avec des maladies chroniques, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, hospitalisés et qui avaient un risque de nutrition. Et ça a été fait chez 236 patients. Donc, dans cette équipe, ils ont démontré d'une part donc, que des faibles niveaux d'arginine ont été associés à des taux de survie plus faibles à court terme et à long terme, ainsi qu'un risque plus élevé, des résultats défavorables et un déclin fonctionnel. Donc, ça, c'est toutes maladies confondues, pas uniquement chez le cancer. Et d'une manière très intéressante, ils ont aussi montré qu'il n'y avait aucune différence significative dans l'efficacité des soins nutritionnels quand ils ont comparé les patients avec un taux faible d'arginine versus un taux élevé. C'est-à-dire que dans cette étude, tous les patients avaient un risque nutritionnel. Ils ont traité les patients soit comme ils le font dans la vie réelle, soit avec une thérapie nutritionnelle ciblée. Et ils ont montré que les patients mûris, il n'y avait pas de différence entre ceux qui avaient une arginine faible ou une arginine élevée. Ça va confirmer un peu ce que je vous expliquais avant, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas uniquement d'avoir un bon état nutritionnel, mais il faut supplémenter l'arginine, il faut traiter ce déficit d'arginine indépendamment de l'état nutritionnel. Donc, comment faire pour rétablir le niveau d'arginine? Et ça aussi, il y a beaucoup d'études, je ne pourrais pas tout vous montrer, mais croyez-moi qu'il y a des études aussi très élégantes et très bien faites, qui montre qu'il est important de charger l'arginine au niveau cellulaire avant qu'il soit activé. Et les études ont montré que l'amélioration de la survie des cellules T est maintenue autour de 16 jours. C'est pour ça qu'on doit donner environ 7 jours.
Donc, on sait, et ça, Delphine va nous en parler plus en détail tout à l'heure, c'est que l'administration d'arginine doit être autour de 12 à 14 grammes par jour, et c'est là accompagné avec d'autres nutriments dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré, avec un apport adéquat en protéines. C'est là aussi donc important de le dire dans le cadre de ce qu'on appelle l'immunonutrition, accompagné des oméga 3 et nucléotides. Et pourquoi les oméga 3? Ce n'est pas le sujet de cette webinaire, mais on sait qu'il y a une carence fréquente dans la population en général d'oméga 3. Et parce que lorsqu'il y a une inflammation, lorsqu'il y a un cancer, il peut y avoir donc une diminution des oméga 3. Aussi très important, n'est pas oublié, dans ce contexte donc d'administration d'immunonutrition et de prise en charge nutritionnelle, n'est pas oublié aussi les micronutriments. Donc, quel est le protocole? Comment on doit administrer l'arginine dans le cadre de l'immunonutrition? Et c'est très important, ça doit être uniquement sur des périodes courtes, des pulses. C'est-à-dire qu'on ne doit, dans aucun cas, donner l'arginine sur des périodes longues, parce qu'il peut avoir des effets secondaires. Donc, on doit avoir sur 5 à 16 jours en préopératoire, dans une dose de 12 à 14 grammes par jour, en pré- et en post-opératoire. Et j'insiste sur le fait que ça doit être sur des pulses, parce qu'il y a dans ces mécanismes qu'on a vus, il y a la possibilité d'induire des vasodilatations. Et donc, sur des doses comme ça a été prouvé. Je ne vous montre pas ici les études des pharmacocinétiques, mais ça a été montré qu'à ces doses-là, il n'y a pas d'effet secondaire et les patients sont en sécurité si on utilise 5 à 16 jours préopératoires et 5 à 16 jours post-opératoires. Donc maintenant, je vais vous montrer l'évidence actuelle sur l'immunonutrition périopératoire avec arginine, oméga 3 et nucléotides sur les résultats cliniques. Et là, je tiens à vous dire qu'il y a énormément de recherches sur le sujet. Depuis 30 ans, il y a beaucoup d'études cliniques. Je dirais que les dernières 20 ans, les études sont des meilleures qualités. Et ça mène aujourd'hui à des méta-analyses nombreuses. Donc, j'ai fait une sélection. Évidemment, c'est des résultats qui n'est pas exhaustifs, mais j'ai choisi 2 ou 3 récentes et surtout les dernières de 2024 pour qu'on puisse voir l'importance de l'évidence qu'on a aujourd'hui sur l'immunonutrition. Donc, tout d'abord, donc cette méta-analyse de 2020 chez des patients avec une chirurgie carcinologique majeure, différents types de chirurgies, différents types de cancers, des chirurgies majeures, des chirurgies importantes programmées. Ils sont comparés donc l'immunonutrition versus la prise en charge standard. En général, ces études font du placebo versus donc le placebo qu'ils utilisent, c'est une nutrition avec isoazoté, isocalorique. Donc les mêmes quantités en calories, la même quantité en azote, ce qui va permettre de comparer, savoir si l'effet vient directement de l'arginine. Dans cette méta-analyse, alors, ils ont été inclus 61 études, plus de 5000 patients, presque 6000 patients. C'était des études publiées pour la plupart après 2000. C'est une période où il y a une amélioration méthodologique dans les études de nutrition clinique et lorsqu'il y a eu aussi un meilleur progrès dans les soins et notamment dans le contrôle de la glycémie. Donc, cette méta-analyse nous montre très clairement qu'il y a une réduction dans les infections chirurgicales, aussi dans les infections, que ce soit respiratoires, des voies urinaires, et aussi un impact avec la diminution des fuites anastomatiques. Donc là, on voit très bien ce que je vous expliquais sur les fonctions, donc au niveau d'immunité et de la cicatrisation. Il y a aussi un impact sur la durée de séjour à l'hôpital, mais cette méta-analyse ne montre pas de différence dans la mortalité. Donc, cette méta-analyse conclut que l'immunonutrition réduit les complications infectieuses post-opératoires chez les patients atteints de cancer et raccourcit la durée d'hospitalisation. Là, c'est un autre méta-analyse plus récent, publiée cette année, chez des patients atteints de tumeurs de la tête et cou et gastro-intestinales traités par une chirurgie majeure programmée. Donc ici, ils incluent donc 48 études et ils montrent que l'intervention nutritionnelle avec l'immunonutrition périopératoire chez ces types de patients
réduit de manière significative les complications post-opératoires totales et les complications infectieuses. Donc, avec la même conclusion, à recommander donc l'arginine et avec 3 autres ingrédients comme faisant partie de l'immunonutrition. Ici, c'est une autre méta-analyse, aussi publiée cette année, chez des patients avec des cancers des voies aérodigestives supérieures traités par chirurgie majeure programmée. Ils ont inclus 23 études et ils montrent une réduction. Et cette réduction dans les complications infectieuses, elle est estimée à 30%. Je trouve que c'est un très beau chiffre qui est assez parlant. L'utilisation de l'immunonutrition, selon cette méta-analyse, et ce type de patients, peut réduire jusqu'à 30% les risques de complications infectieuses. Cette autre méta-analyse de 2024 aussi, j'ai des patients avec une chirurgie carcinologique gastro-intestinale supérieure. Ils ont été inclus donc 12 études. Et la conclusion est semblable à ce qu'on a déjà dit sur une amélioration de la fonction immunitaire. Dans cette méta-analyse aussi publiée cette année, en chirurgie carcinologique colorectale, il y a 16 études et dans le même sens, une diminution des complications infectieuses post-opératoires. Je voulais aussi vous montrer cette étude qui a été publiée il y a 1 ou 2 ans, il me semble. C'est des patients qui ont un WIP, donc une pancréatodunectomie. Et dans ce type de patients, cette méta-analyse aussi, il conclut que l'utilisation d'immunonutrition va raccourcir de manière significative les séjours hospitaliers et diminuer les complications infectieuses. Donc, dans ce type chez les cancers du pancréas, il y a aussi un effet d'après cette méta-analyse. Et pour terminer, je voulais vous montrer cette étude publiée en 2020, une étude française, que vous connaissez certainement, où l'objectif était d'évaluer l'efficacité de l'immunonutrition sur la mucosite sévère. Et donc, ce qu'ils ont fait dans cette étude, qui est une étude très bien faite et une étude exemplaire, c'est des patients donc, qui étaient donc, avec un cancer tête et cou, qui avaient une radiochimiothérapie concomitante. Ils ont reçu donc l'immunonutrition 5 jours avant chaque cure de chimiothérapie. Et ils ont été comparés avec un placebo qui avait donc isocalorique, isoazoté. Donc, la seule différence, c'était les nutriments présents dans l'immunonutrition. Et ils n'ont pas démontré un impact sur la mucosite, mais ils ont montré une réduction, comme on le voit ici donc sur la figure qui est marquée A, un impact sur une diminution, un impact sur la survie. Donc, une meilleure survie chez les patients qui ont reçu l'immunonutrition. Donc voilà, je pense qu'il est temps de conclure avec quelques messages clés et quelques messages importants. Je sais que ça a été un peu peut-être vite sur le mécanisme de l'arginine, mais il faut se rappeler que l'arginine est un acide aminé qui est indispensable chez les patients atteints de cancer, qui a un déficit d'arginine, et on connaît bien ce mécanisme, et se caractérise par une diminution de la synthèse des protéines, la fonction de lymphocytes et la synthèse de collagène. Que l'arginine doit être administrée dans le cas de l'immunonutrition, accompagnée des nucléotides et des oméga 3. La supplémentation, ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce qu'elle doit être entre 12 et 14 grammes par jour, 5 jours pré- et post-opératoire. Et il a été démontré que l'arginine, dans le cas de l'immunonutrition, réduit les complications infectieuses post-opératoires des chirurgies carcinologiques colorectales, gastro-intestinales supérieures et TTQ, et que ce soit chez les patients dénutris ou pas dénutris. Donc, voilà pour ma partie. Alors, bonjour à toutes et tous. Merci Sylvie et merci NHS de m'avoir confié la partie pratique qui va prendre le relais de la présentation de Diana par rapport à la prise en charge nutritionnelle avec l'immunonutrition en pratique. Alors, si l'on resitue le contexte de la prise en charge nutritionnelle en chirurgie oncologique digestive, on a initialement une agression chirurgicale qui constitue un stress physique, métabolique et immunologique pour le patient dont les apports nutritionnels peuvent être dégradés pour différentes raisons. Ces mécanismes peuvent entraîner une dénutrition, amenant elle-même
des complications post-opératoires. La prise en charge nutritionnelle va être problématique. Une chirurgie digestive carcinologique implique des conséquences majeures pour l'organisme. Le stress occasionné va entraîner une libération d'hormones cataboliques, des médiateurs inflammatoires, suivis d'une immunosuppression. Ceci va induire une diminution des capacités de cicatrisation, une altération de la réponse immunitaire et la mise en place d'une inflammation systémique. C'est ainsi que les produits d'immunonutrition sont apparus, maintenant ça fait à peu près une vingtaine d'années, pour répondre à la prise en charge nutritionnelle des patients atteints de cancer digestif avec une chirurgie programmée. Cette immunonutrition ou pharmaconutrition consiste à utiliser des substrats non pas uniquement pour leurs propriétés nutritionnelles, mais pour leur fonction dans la réponse à l'inflammation, à l'immunité spécifique ou locale, la cicatrisation, les synthèses endocriniennes. Et cette immunonutrition, les immunonutriments en question, il s'agit de l'arginine, la glutamine, les micronutriments, les acides gras insaturés oméga 3 et les nucléotides. Et l'intérêt va résider dans l'effet synergique du mélange des immunonutriments pour pouvoir stimuler le système immunitaire, favoriser la cicatrisation des plaies, moduler l'inflammation et soutenir l'anabolisme protéique. Diana a précédemment défini le syndrome de déficit en arginine et proposé des besoins de l'ordre de 12 à 14 grammes par jour sur cette période périopératoire. Alors, comment couvrir ces besoins accrus en arginine? Tout d'abord, par l'alimentation, qui apporte en moyenne 5 grammes d'arginine. Cependant, chez les patients cancéreux, du fait d'une dysgeusie et une anorexie sélective, ces apports sont inférieurs. On va retrouver l'arginine majoritairement dans les produits carnés, les produits de la mer, les fruits oléagineux, les légumineuses et les fromages. Cependant, ça va être difficile par l'alimentation seule de couvrir intégralement les besoins. Les rations exigées seraient difficilement consommables et puis pour certains, ce n'est pas spontanément vers ces produits que les patients iraient. Le recours à l'immunonutrition est donc primordial, avec des apports en arginine de 2 à 4,3 grammes par unité, alors que les compléments nutritionnels standards ne présentent pas d'enrichissement en arginine. L'immunonutrition en briquette va également amener d'autres immunonutriments, notamment les acides gras oméga 3 de 1,42 à 1,6 grammes par unité, dont des EPA-DHA, 0,79 à 1,18 grammes par unité et des nucléotides de 400 à 430 mg par unité. Et en nutrition entérale, il y aura un apport par poche de 500 ml de 6,5 grammes d'arginine, des acides gras oméga 3, 1,65 grammes, EPA-DHA, 1,4 grammes et des nucléotides à raison de 650 mg. La question qu'on peut se poser et dont l'étude d'Adiama qui est parue en 2019 répond, c'est l'impact de l'immunonutrition préopératoire sur les patients de chirurgie pour cancer gastro-intestinal. C'était une méta-analyse portant sur différents groupes témoins. Les patients recevaient au minimum 3 jours d'immunonutrition par voie orale ou entérale avant leur chirurgie. Il y avait un groupe contrôle qui recevait soit une nutrition isocalorique, isoprotéique sans immunonutriments, ou alors une nutrition standard sans supplémentation. Le critère de jugement principal de cette étude était les complications infectieuses post-opératoires. Elle a inclus, cette méta-analyse, 16 études randomisées contrôlées. Ça représentait pas loin de 1400 patients, avec 700 patients dans le groupe Impact et donc 672 patients dans le groupe contrôle. Dans le groupe contrôle, sur les 16 études, 10 ne recevaient aucune supplémentation et 6 recevaient une nutrition isoénergétique, isoprotéique.
Les résultats de cette étude ont montré que l'immunonutrition préopératoire chez les patients opérés d'un cancer gastro-intestinal a réduit les complications infectieuses, quel que soit le contrôle. On retrouve donc l'effet et l'intérêt du mélange des immunonutriments. Par rapport aux recommandations, alors ces recommandations, Diana on les a exposées et je voudrais revenir dessus puisque les choses ont bougé entre les recommandations liées aux sociétés, par exemple la société ERAS pour la RAC, l'ESPEN et puis plus récemment pour le TNCD au niveau français. Il y a une recommandation qui fait consensus, c'est sur le fait de donner de l'immunonutrition en périopératoire, donc par l'ESPEN, chez les patients dénutris. Pour la chirurgie colorectale, on va avoir préconisation effectivement de l'immunonutrition chez ces patients, quel que soit le statut nutritionnel. Il y a eu plus récemment, au niveau de la recommandation du chapitre 17 de la SFNGE en 2022, sur le chapitre portant sur la nutrition et l'activité physique, le maintien des recommandations qui avaient été émises en 2012 par rapport au fait de donner l'immunonutrition en chirurgie digestive carcinologique, quel que soit le statut nutritionnel en préopératoire des patients. Et puis, effectivement, par voie entérale pour les patients qui présentent un statut nutritionnel GN4. On verra ceci plus en détail tout à l'heure avec les cas cliniques. Sur le post-opératoire, l'immunonutrition va être elle aussi recommandée par l'ESPEN chez les patients dénutris et on retrouve ces recommandations sont reprises en 2022, là aussi dans le TNCD. Donc au final, les recommandations relatives à la chirurgie digestive carcinologique ne sont pas uniformes, mais il y a un consensus en faveur de l'immunonutrition en chirurgie colorectale et pour la chirurgie carcinologique en post-opératoire chez les patients dénutris. Qu'en est-il du cadre réglementaire français ? La CNEDINS de la HAS s'est prononcée en 2020 pour une amélioration mineure du service rendu d'impact par rapport à une complémentation nutritionnelle standard qui n'apporterait pas d'immunonutriments chez les patients dénutris et à l'absence de supplémentation nutritionnelle chez les patients non dénutris. Elle a retenu les indications d'impact pour le préopératoire des patients adultes ayant une chirurgie colorectale carcinologique, quel que soit l'état nutritionnel. Et pour le post-opératoire des patients adultes ayant une chirurgie digestive carcinologique chez ceux qui sont dénutris. Un autre produit d'immunonutrition a reçu un avis favorable de la CNEDIS fin 2022, mais uniquement pour la chirurgie colorectale carcinologique en préopératoire, quel que soit l'état nutritionnel, et en post-opératoire, si dénutrition. On va maintenant passer à deux cas cliniques. Donc, le premier va vous présenter Madame S. Donc, Madame S est une patiente de 65 ans qui a pour antécédent un traitement néoadjuvant par 6 cures de folfirinox puis une radiochimiothérapie pour un adénocarcinome du bas moyen rectum avec initialement des adénopathies lombo-aortiques. C'est une patiente qui a eu une bonne tolérance globale de ce traitement néoadjuvant auquel elle a bien répondu. Elle vient en consultation cet été, elle voit le chirurgien en consultation préopératoire et l'ensemble de l'équipe paramédicale dans le cadre d'un parcours préopératoire HDJ. La chirurgie est programmée 1 mois plus tard, et ce sera une prothectomie totale avec anastomose colossus anal iléoprotégée avec curage lombo-aortique. Quelques données par rapport à cette consultation. Donc, c'est une patiente dont le poids de forme est de 65 kg pour 1,70 m. Quand on la voit en consultation, elle pèse 63 kg.
Elle a un bilan nutritionnel correct avec effectivement une albuminémie, une pralbuminémie qui sont normales, une hémoglobine glyquée également. C'est une patiente qui avait perdu 5 kilos pendant la chimiothérapie sur des dysgeusies, mais qui a repris par la suite 2 kilos, ce qui porte à moins 3,1% sa perte pondérale totale. Au niveau de sa situation, c'est une dame qui est retraitée commerçante, qui vit seule, mais qui a ses enfants présents, qui se fait à manger et qui marche. Et quand on la voit à cette consultation préopératoire, on évalue le CFI à 10 sur 10 avec un appétit qui est en hausse depuis la fin des traitements et une alimentation qui est variée. Alors, quelle prise en charge nutritionnelle préopératoire proposez-vous? Donc, vous allez pouvoir répondre aux questions avec les différentes réponses proposées. Donc, petit A, rien, tout va bien. Petit B, des CNO classiques plus des conseils hygiéno-diététiques. Petit C, une immunonutrition orale et des conseils hygiéno-diététiques. Petit D, une nutrition entérale ou E, nutrition parentérale. Donc, je vous laisse, vous avez 1 minute à peu près pour répondre. Bon. Une réponse qui fait consensus. Là, je pense que c'est bon. Alors, effectivement, la prise en charge nutritionnelle proposée va consister en une immunonutrition orale, plus des conseils hygiéno-diététiques avec la prise d'Oral Impact 3 par jour pendant 7 jours. Alors, cette dame, on va pouvoir évaluer son risque nutritionnel en utilisant les grades SFNEP qui sont à associer aux critères diagnostiques de l'HAS, de la dénutrition de l'adulte et de la personne âgée. Donc, cette dame, on la classerait dans les GN2. C'est une patiente qui est non dénutrie. On rappelle, elle a perdu 3,1% de son poids au total. Elle présentait de plus une mesure un grip test correct. Donc, on va en pratique lui demander d'optimiser son alimentation et lui expliquer l'ordonnance d'exception qui a été remise par le chirurgien, l'intérêt de l'immunonutrition et les conditions de prise d'Oral Impact. On va réfléchir avec elle sur les moments de consommation de ces 3 briquettes. On peut, si besoin, personnaliser l'ordonnancier qui est fourni par Nestlé ou créer son propre document. Ça, c'est vraiment important. L'effet dose, et Daniel l'a bien rappelé, est important. Donc, l'indication, c'est 3 briquettes qu'il faut consommer en période préopératoire. Et si le patient est diabétique, on conseillera plutôt une prise de l'immunonutrition au moment du repas, quitte à décaler, par exemple, les laitage ou des fromages sur des temps de collation. Pour cette patiente, il y avait également une préparation avant chirurgie avec une alimentation pauvre en fibres 7 jours avant et une préparation colique préconisée par le chirurgien. Cette dame, on la revoit en hospitalisation. Donc, elle bénéficie de la chirurgie qui était prévue, à savoir protectomie, iléostomie de protection. À l'entrée du service, donc, elle a repris du poids, elle a retrouvé son poids de forme, elle a réussi à consommer les 3 briquettes d'Oral Impact pendant 7 jours. Donc, je vous ai remis à côté l'apport supplémentaire que ça représente et notamment l'apport en arginine. Et suivi une alimentation à côté pauvre en fibres à l'aide d'idées menus donnés. Cette patiente a repris un transit, a repris son transit par son iléostomie à J1. Quelle prise en charge nutritionnelle post-opératoire proposez-vous? Rien, elle remangera mieux à la maison. Des CNO classiques plus des conseils hygiéno-diététiques. Une immunonutrition orale avec des conseils hygiéno-diététiques, une nutrition entérale ou une nutrition parentérale. Je vous laisse répondre là aussi.
Il reste quelques secondes pour répondre avant de passer. Voilà. Alors, Madame S va reprendre une alimentation progressive, des H+6. On limite le jeûne post-opératoire, puis une alimentation pauvre en fibres dans un premier temps avant élargissement. Elle est GN2, il n'y a pas d'immunonutrition post-opératoire selon les indications HAS. C'est une patiente qui a couvert 80% de ses besoins à J7. Elle est sortie du service avec la poursuite d'un cyanocrème par jour au domicile. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette patiente, elle a pu bénéficier d'un rétablissement précoce de son iléostomie avec la fermeture de son iléo à J7. Elle avait une CRP qui était basse, il y avait vraiment une absence de fistule anastomotique visualisée, donc il y avait vraiment un intérêt à ce que cette patiente non dénutrie ait l'immunonutrition. Elle a pu ressortir du service sans iléostomie. Alors, le deuxième cas clinique est celui de monsieur M, 70 ans, qui avait eu des antécédents de DPC, qui avait eu une DPC dans le service il y a 2 ans pour une TPMP dégénérée borderline, qui avait dégénéré en adénocarcinome. Patient qui avait eu, avant cette chirurgie, une chimiothérapie, radiochimiothérapie, néoadjuvante, et puis après sa DPC, une chimiothérapie FOLFIRI en adjuvant pendant 3 mois. On l'avait suivi régulièrement par la suite. Malheureusement, il a une récidive tumorale locale au niveau de l'anastomose pancréatico-jéjunale sans contact artériel évident. On le voit en octobre dernier dans le cadre d'un parcours HDJ pancréas pour une consultation préopératoire, et une chirurgie est programmée qui sera pour lui une totalisation de pancréatectomie. Ce patient, il faisait initialement, avant sa chirurgie, 92 kg pour 1,81 m. Le poids, le jour de la consultation, était à 81 kg. C'est finalement un poids, son poids s'était stabilisé depuis la DPC à 79,81, ce qui rapporte une perte pondérale à moins 11,9%. Lui avait également un bilan nutritionnel biologique correct. C'est un patient qui était actif, qui vit en couple, qui avait des activités physiques régulières. Cependant, depuis 6 mois, il décrivait quand même une dégradation de ses ingestats, une satiété précoce. C'est un patient qui n'a jamais pu prendre de manière longue des compléments nutritionnels oraux après la chirurgie, même pendant. Ça l'écœurait beaucoup, et il commençait à mentionner un transit qui se dégradait, avec des selles qui devenaient liquides, jaunâtres et davantage de gaz. Quelle prise en charge nutritionnelle préopératoire proposez-vous? Rien, tout va bien. Des CNO classiques avec conseils hygiéno-diététiques, une immunonutrition orale avec des conseils hygiéno-diététiques, une nutrition entérale, une nutrition parentérale, des CNO classiques avec conseils hygiéno-diététiques et anticipation d'une nutrition entérale post-opératoire. Je vous laisse répondre aux questions. Alors, ce patient serait classé, voilà, selon les GN, GN2. Cependant, il présente des critères de dénutrition chez l'adulte, avec une perte pondérale totale involontaire qui est finalement supérieure à 10% en 2 ans et demi. À ce titre, voilà, il est dénutri. De plus, ses ingestats se dégradent légèrement, et on constate une malabsorption. On choisit donc pour ce patient de lui conseiller des compléments nutritionnels classiques, d'axer des conseils hygiéno-diététiques sur l'enrichissement, et d'anticiper de demander une nutrition entérale post-opératoire. Les compléments oraux, ça a été compliqué puisque voilà, il a été très très réticent. Par contre, voilà, ce qui serait préconisé pour ce patient, qui est indiqué, c'est une nutrition entérale post-opératoire précoce par jéjunostomie avec d'immunonutrition entérale,
et que si ceci n'arrive pas à se mettre en place, il faudra un soutien nutritionnel parentéral précoce. Ce patient vient donc pour sa chirurgie le 29 octobre. Il a repris 800 grammes en préopératoire, ce qui porte tout de même à 10% sa perte de poids totale. Les mesures d'enrichissement ont été appliquées. Par contre, il n'a vraiment pas réussi à consommer les compléments nutritionnels oraux. Les extraits pancréatiques avaient été majorés depuis la consultation préopératoire et son transit était plus satisfaisant. Selon le protocole du service, l'ablation de la sonde nasogastrique a eu lieu entre J1 et J3 et il a une reprise alimentaire. Donc, quelle est votre stratégie nutritionnelle post-opératoire? Et ce sera la dernière question de ma présentation. Rien, il va remanger bientôt. Des compléments nutritionnels oraux avec des conseils hygiéno-diététiques, une nutrition entérale, une immunonutrition entérale ou une nutrition parentérale. Il reste quelques secondes. Il y a quand même une réponse qui fait consensus, mais avec des hésitations. Alors, effectivement, une immunonutrition entérale avec une réalimentation ou une nutrition artificielle précoce dès J1 pour ce patient. Alors, voici un exemple de protocole nutritionnel après une DPT ou après une totalisation de pancréatectomie, parce que ce patient avait déjà eu une DPC. Donc, on a repris une nutrition entérale dès J1 sur jéjunostomie à faible débit. Débit qui a été conservé à 20 ml/h sur les 2 premiers jours. Selon les protocoles du service, la sonde gastrique a été enlevée à J3 permettant la réalimentation orale. En parallèle, on a fait une progression de la nutrition entérale sur sa jéjuno avec une majoration des volumes et puis progressivement une cyclisation. Donc, ce patient, il a eu 7 jours d'immunonutrition entérale. On a ensuite basculé vers un mélange HPHC avec fibres et des oméga-3 pour pouvoir cycliser la nutrition entérale. Et après, le patient a été donc, on a pu organiser l'insulinothérapie en fonction. C'est un patient qui n'était pas diabétique, qui avait des besoins d'éducation par la suite, qui s'alimentait assez convenablement. Donc, on a pu par la suite modifier le protocole. Alors, les messages clés, c'est que les produits d'immunonutrition permettent de corriger le syndrome de déficience en arginine post-chirurgicale en s'assurant d'un apport suffisant. Ils sont à combiner avec les programmes de préhabilitation, l'ARAC, pour réduire les complications infectieuses post-opératoires, améliorer la cicatrisation, diminuer la durée de séjour et favoriser la récupération nutritionnelle du patient. Leur prescription est médicale par un oncologue, un chirurgien, un anesthésiste réanimateur ou un gastro-entérologue, mais le conseil diététique personnalisé peut aider le patient à en respecter la posologie et donc vraiment bien consommer la dose préconisée. Ils sont indiqués en périopératoire selon les recommandations précédemment abordées. Des produits plus concentrés en complémentation orale et en nutrition entérale peuvent leur succéder, voire les compléter pour couvrir les besoins nutritionnels du patient. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci à toutes les deux pour la qualité de ces présentations, la clarté des informations communiquées. Nous allons sans perdre un instant pour traiter les différentes questions qui sont désormais dans le chat. Alors, la première de ces questions est: est-ce que les déficits liés au cancer plus liés à la chirurgie s'additionnent? Je vais commencer à répondre, si vous êtes d'accord, rapidement, parce que je vois qu'il y a des questions très intéressantes. C'est-à-dire que, honnêtement, je ne sais pas si on peut dire que ça additionne, mais en tout cas, je pense qu'il y a une majoration. Mais je ne sais pas exactement s'il y a une addition, mais il y a une majoration.
Merci beaucoup pour cette réponse. Je pense qu'il doit répondre aux attentes. Alors, autre question. Y a-t-il un intérêt ou une indication à une cure d'arginine courte en dehors de toute prise en charge chirurgicale, mais dans le cadre d'une dénutrition? Alors ça, c'est très important parce que lorsqu'il y a une dénutrition, le déficit d'arginine n'est pas spécifique. Il faut traiter la dénutrition. Point. Donc, il n'y a pas d'intérêt si c'est pour traiter la dénutrition. Le déficit n'est pas uniquement en arginine, le déficit, c'est de tous les nutriments et de tous les acides aminés. Donc, lorsqu'il n'y a que la dénutrition, il n'y a pas d'intérêt. Il faut que ça soit leurs deux indications et lorsqu'il y a un déficit de l'arginine spécifique, comme j'ai expliqué dans certaines pathologies. Peut-être que je peux enchaîner avec la prochaine réponse. La question suivante était, est-ce qu'il y a un effet bénéfique identique pour les chirurgies ORL et digestives hors cancer? Bon, là c'est une bonne question parce qu'on sait aujourd'hui, et ça je vais répondre un petit peu à côté de la question, mais c'est important de le dire que ce déficit d'arginine n'est pas exclusif des cancers. Il y a d'autres processus pathologiques où il y a une libération de l'arginase systémique, tout processus où on trouve une hémolyse ou une nécrose hépatique, donc la thalassémie, la drépanocytose, c'est un déficit d'arginine. Aujourd'hui, on sait donc clairement donc, dans les cancers digestifs et le cancer tête et cou, c'est là où il y a eu la recherche. Il y a d'autres types de pathologies où il y a de la recherche, mais il n'y a pas d'indication et il manque de la recherche, comme d'autres types de cancers et d'autres types de chirurgies. Mais aussi, très clairement, et peut-être je ne l'ai pas dit, il y a des contre-indications très claires. On ne doit pas utiliser l'arginine lorsqu'il y a un sepsis ou choc et lors de cancer hématologique. J'espère avoir répondu à la question. Il me semble bien, oui, effectivement. Et d'ailleurs, pour continuer sur cette thématique, y a-t-il un bénéfice sur la chirurgie urologique type Bricker qui touche le système digestif? Bon, il me semble que la Société française d'urologie le recommande, mais pour les cystectomies dans le cadre de réhabilitation et réhabilitation, mais il n'y a pas d'indication en France. Il n'y a pas d'indication à l'HAS. Merci. Alors là, je pense que c'est une question davantage pour Delphine. Pourquoi une alimentation pauvre en fibres 7 jours avant? Donc, c'est dans l'un des deux cas cliniques. Oui. Alors, dans la chirurgie, effectivement, colorectale, oui, il y a cette indication d'alimentation pauvre en fibres, c'est par rapport à la propreté du côlon, en sachant qu'il y a une préparation colique qui est aussi prescrite avec du Moviprep et puis tobramycine qui sont à prendre 2 jours avant. Donc ça fait partie des protocoles de soins par rapport à ces chirurgies réalisées où il y a effectivement des stomies également de fait. Les patients, si je fais le lien sur la question suivante que je vois, oui, en fait, c'est des parcours qui ont été faits en consultation préopératoire. Donc, les patients pour la chirurgie colique, je vais répondre à la place de ma collègue, elle voit tous les patients qui seront opérés. Et pour la chirurgie pancréatique, on voit tous les patients adressés au chirurgien. Certains ne seront pas opérés de suite, ou finalement ils ne seront pas opérés, mais on les voit quand même pour pouvoir amener un conseil diététique personnalisé. Très bien. Alors, ensuite, il y a eu une arrivée, deux questions en même temps. Il est recommandé d'apporter 12-14 grammes d'arginine. Quelle est la ration protéino-énergétique visée journalière chez les patients dénutris ou non dénutris? On va suivre les préconisations des sociétés savantes pour des patients de chirurgie et de cancérologie, donc à savoir la couverture de leurs besoins nutritionnels. En périopératoire, on est sur 25 à 30. Chez les dénutris, on va être au préalable 30 à 35 kilocals et 1,2 à 1,5 grammes de prot par kilo de poids. Merci Delphine. Alors, l'autre question, il y a plusieurs questions qui tournent autour du cas du monsieur. Oui. Donc, pourquoi pas GN4 en pré-op pour le monsieur? Pourquoi pas GN4? Parce que par rapport au GN, c'est vrai qu'on est sur une perte de poids récente. Et finalement, ce patient, il a perdu du poids dans les suites de sa DPC il y a 2 ans et demi. Et après, il s'est maintenu. Voilà, il s'est maintenu à ce poids. Donc, c'est là où il faut combiner les critères SFNEP aux nouveaux critères, aux critères réactualisés de la HAS
pour pouvoir lui permettre un soutien nutritionnel adapté à ce patient qui était dénutri. Très bien. Et donc, je pense que le lien était avec la question suivante, toujours sur ce même cas de patient, puisque c'était pourquoi les immunonutriments en post-op et pas en pré-op dans ce cas. Ça ne fait pas partie des critères d'attribution de l'HAS, en tout cas en France. Voilà, donc j'applique ces recommandations-là où il y a une immunonutrition indiquée en post-opératoire chez les patients dénutris, opérés du pancréas. Parfait, merci Delphine. Alors, pour le cas 1, nouvelle question, cette fois-ci le cancer colorectal. Pourquoi ne pas poursuivre l'immunonutrition après l'opération car GN2? Même cadre réglementaire HAS, la patiente n'était pas dénutrie. Voilà, on n'a pas poursuivi l'immunonutrition. Alors, une question sur le lien entre l'arginine et la glycémie, mais sans plus de précision. C'est une très bonne question. Il est connu, le rôle de l'arginine a un rôle bénéfique sur le métabolisme du glucose. L'arginine est capable de stimuler l'insuline. Donc, il y a un rôle bénéfique sur le métabolisme du glucose. Et je voulais juste ajouter une petite précision. Il faut que, évidemment, l'immunonutrition, dans les cadres de la prise en charge nutritionnelle des patients, elle est essentielle. Donc, on traite une problématique de nutrition, mais on traite aussi un syndrome spécifique de déficit d'arginine. Donc, même si les patients n'est pas dénutris, on utilise la dénutrition pas pour améliorer, pour soigner la dénutrition, mais pour supplir ce déficit d'arginine. Ça, c'est un peu un changement de tête. Ce n'est pas uniquement des patients dénutris. Merci Diana. Et donc, je vais encore prendre 2 questions parce que c'est déjà 2 heures passées. La tolérance à la nutrition entérale impacte en cas d'insuffisance pancréatique exocrine? Elle est correcte, d'autant plus qu'on a l'administration d'extraits pancréatiques pour ces patients. Donc, il n'y a pas de particularité, hein. On est sur vraiment la période en plus périopératoire. Alors, pour ce patient, ça a dépassé un petit, pour rebondir sur la question qui suit, ça, que je vois, à savoir pourquoi 12 jours et non 7 jours. On était sur, c'est un patient en fait qui était en chirurgie, qui a été transféré aussitôt en diabétologie. On était tout simplement sur en cours de cyclisation et puis organisé après le relais vers le service de diabétologie qui est sur un autre bâtiment. Voilà, ce qui est préconisé, c'est 7 jours. On est allé un petit peu au-delà, mais sans que ce soit au détriment de la couverture de ses besoins nutritionnels. Merci beaucoup. Et la dernière question qui sort du périmètre de l'oncologie, y a-t-il une indication à supplémenter en arginine chez les patients avec escarre chronique en périopératoire de chirurgie d'escarre et si escarre infecté? Moi, je dirais qu'en périopératoire de chirurgie d'escarre, oui, mais il n'y a pas d'indication, malheureusement. Je pense qu'il manque encore de l'évidence pour pouvoir la recommander, mais si on se tient à la physiopathologie, au mécanisme que j'expliquais, oui, il y aurait une indication. Si escarre infecté, je ne suis pas sûre. Merci. Merci à toutes les deux. Merci de votre participation. Je tiens à nouveau vraiment à vous remercier de cette qualité de présentation et le partage de vos connaissances et leur application en pratique clinique. Votre engagement pour améliorer la prise en charge nutritionnelle périopératoire en oncologie digestive est essentiel pour faire avancer les connaissances et améliorer les pratiques. Et nous espérons vraiment que cette rencontre avec les 2 intervenants de ce jour vous a permis d'élargir vos connaissances sur l'intérêt de l'arginine et de l'immunonutrition, que cela vous aura convaincu. Le replay sera prochainement disponible. Nous vous remercions vraiment pour votre participation et votre intérêt pour cette session et nous espérons vous retrouver très bientôt lors de nos prochains événements. Merci encore à tous. Très bonne journée. À très bientôt.